merci à tous ceux qui sont là d'être là, et puis à tous ceux qui regarderont ça en replay, j'allais dire. Un petit point sur la facturation électronique. Alors, il y a eu déjà pas mal de communications diverses et variées, mais là, on va faire un point plus précisément sur l'interaction que va avoir YouPlanning avec la comptabilité et dans ce cas précis avec le cabinet Anderlen qui utilise l'application Pennylane pour la partie comptabilité. On va essayer d'être le plus didactique possible. C'est finalement pas si compliqué que ça, puisqu'on va faire quand même beaucoup de choses à votre place, entre guillemets. Mais il y a des petites choses qui vont changer. Il y a ça va devenir un petit peu plus rigide sur certains points. La bonne nouvelle, c'est que d'ici 28, après le 27, les 28, 29, ça devrait vous simplifier un petit peu la vie niveau comptabilité. C'est le plan. Ça devrait. Il y a des choses qui vont être quand même un peu simplifiées là-dessus. Donc, je vais laisser la parole à Jordi. Jordi, pour ceux qui ne le connaissent pas, est chargé du cabinet Anderlen, supervise toute la partie qui parle justement de tout ce qui est outdoor, tout ce qui nous concerne nous en réalité, c'est le bureau des guides et autres joyeusetés. Notamment, c'est un secteur spécialisé parce qu'il y a la particularité que de l'encaissement pour compte de tiers, qui est un cas particulier, qui n'est pas maîtrisé par tous les comptables, faut bien reconnaître. Il est très spécialisé là-dedans et en plus, il a fait sa thèse dans les comptabilités des agences de voyage. Donc, il est vraiment l'homme de la situation. Voilà. Bonjour à tous. En effet, expert comptable au cabinet Anderlen. Donc en effet, je dirige une quinzaine de personnes. C'est vrai que nous on a l'expertise un peu traditionnelle, mais principalement on s'occupe de tout ce qui gravite autour du tourisme, sport, plein air. Donc syndicats local, associations, sociétés, groupes de sociétés et une multitude d'indépendants. Donc l'objectif là pour moi, c'est vraiment de vous rappeler un peu les principaux enjeux de la facture électronique, de savoir un peu comment ça va se passer, qui est concerné, qui n'est pas concerné. Et puis après, à la fin, je terminerai par un petit focus sur les entités revendeurs d'activités, puisqu'il va y avoir un petit pivot sur la facturation. Et donc là, on a le temps, on a encore un an, mais du moins s'y préparer. Et c'est pour ça aussi que YouPlanning a déjà anticipé pour que vous puissiez aussi facturer assez sereinement. Dans l'idée, en 3 parties, donc quel est le contexte de cette facture électronique, en quoi ça consiste, et puis le focus sur les revendeurs d'activités. L'obligation facture électronique, donc il faut savoir, donc c'est bien une obligation réglementaire, ça vient de l'État. L'objectif, c'est que toute personne aujourd'hui qui possède une entreprise, que ce soit une entreprise individuelle, voire même une association fiscalisée ou une société, eh bien l'obligation d'être connectée à une plateforme agréée en septembre 2026. Une plateforme agréée, c'est quoi? C'est cette plateforme qui va gérer finalement ces factures dites électroniques. Pour les grandes entreprises et les ETI, établissements de taille intermédiaire, eh bien cette obligation, c'est en septembre 2026 et elles, pour le coup, elles vont devoir tout de suite envoyer leurs factures de vente via cette plateforme, mais elles vont recevoir aussi les factures d'achat de cette plateforme. Et vous, en l'occurrence, tout ce qui est TPE, PME, micro-entreprise, vous avez l'obligation de vous connecter avec cette plateforme agréée, mais vous n'aurez qu'un enjeu de réception de factures d'achat en septembre 2026. Ce qui vous laisse finalement un an pour qu'en septembre 2027, là pour le coup, toutes vos factures de vente vont transiter par cette plateforme agréée. Et donc, l'enjeu de la facture électronique, oui, elle arrive pour vous dès septembre pour la réception des factures des grandes entreprises, typiquement EDF, Orange, etc. Mais par contre, vous, sur la partie vente, ce sera vraiment en septembre 2027. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on embarque nos clients tout de suite, même sur la partie vente, puisque petit à petit, comme l'a dit David, via son logiciel ou peu importe, via d'autres logiciels, et bien une fois qu'on commence à paramétrer, on est déjà en avance, on est déjà dans les clous. Ça vous permet aussi de vous habituer assez sereinement sur cette facturation. Super important, il y a plusieurs débats, qui est concerné, qui n'est pas concerné. Il faut savoir que je ne connais que très peu d'entités qui ne sont pas concernées. Aujourd'hui, ce qui n'est pas concerné par la plateforme électronique, ça va être les associations qui ne sont pas fiscalisées, ce qui veut dire que les associations qui sont fiscalisées, type syndicats locaux, qui dépassent certains seuils de recettes, eh bien, sont bien dans la facture électronique. Les entreprises étrangères
Et les particuliers, vous comme moi en tant que particulier, on n'émet pas de facture, donc on n'est pas sujetti à TVA et donc on n'émet pas de facture. Qu'on soit entrepreneur individuel, même si vous êtes exonéré de TVA parce que vous faites de l'enseignement sportif, il faut savoir que vous êtes quand même soumis à cette obligation de facture électronique, c'est juste que vous ferez des factures sans TVA. Et puis tout ce qui est location meublée, entreprise de revente d'activité, vous comprenez bien que finalement tout le monde est concerné, sauf certaines associations non fiscalisées, et je sais qu'il y a certains revendeurs d'activités qui sont sur cette typologie de structure, même si j'en connais de moins en moins. En tout cas, par principe, il faudra savoir que vous allez relever de cette facture. Petite précision, juste pour bien vulgariser, vis-à-vis des moniteurs qui travaillent dans vos structures, ils sont concernés aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne paye pas de TVA qu'on n'est pas soumis à la TVA. C'est pas parce que vous ne payez pas que vous n'êtes pas soumis. Donc, en l'occurrence, un moniteur de ski, un guide de haute montagne, etc., quand il s'adresse à un particulier exonéré de TVA, donc là, il n'est pas à la TVA du tout, et s'il faisait que ça, il ne serait pas soumis à la réforme. Mais dans sa propre activité, s'il s'adresse à un professionnel, s'il facture à une société, pour quelque raison que ce soit, à ce moment-là, il est soumis à la TVA. Alors, il n'en paye toujours pas parce qu'il y a un plafond, mais s'il dépassait ce plafond, il serait soumis à TVA. Donc, d'un point de vue général, il est dans la réforme et il doit faire aussi la facturation électronique. Plus pour la partie contextuelle, mais il faut savoir que c'est une directive. Oui, en France, l'Italie est déjà soumise à la facture électronique depuis 2019, et vous voyez qu'une multitude de pays dans l'Union européenne va se mettre également dans les clous. L'objectif final, on le connaît, c'est que la transmission de documents se fasse de manière un peu plus fluide, que l'administration puisse aussi avoir l'information en temps réel, ce qui va leur permettre aussi d'avoir des éléments au quotidien pour aussi faire des contrôles sur les flux, etc., etc. Donc finalement, quel est le processus de cette facturation électronique ? Sans forcément rentrer dans le détail, c'est juste qu'auparavant, vous établissiez des factures, que ce soit sur Excel, sur Word ou via des logiciels métiers, type Planning ou autre. Petit à petit, qu'importe le logiciel que vous allez utiliser, ces factures vont être normées. Donc certaines informations et mentions obligatoires, comme c'était déjà le cas avant, mais c'est juste un format informatique qui va venir se rajouter, qui fait qu'elles vont pouvoir transiter d'une plateforme à une autre. Et puis, finalement, on va se retrouver dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on aura un fournisseur, on aura un client, en l'occurrence vous, ou vos propres clients. Chacun aura sa plateforme agréée, et puis chacun va émettre ses factures électroniques qui vont transiter en automatique. Donc, ça veut dire quoi ? Petit à petit, on n'aura plus de factures papier. Ils vous les transmettront de moins en moins par voie postale ou par mail, mais via ces factures électroniques et ces plateformes. Les logiciels comptables en proposent. L'idée, c'est que vous puissiez trouver une plateforme qui vous concerne et qui soit le plus fluide pour vous, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup communiquent sur la gratuité et on sait très bien que cette logistique va avoir un certain coût. Chacun va avoir sa plateforme et puis petit à petit, les informations vont transiter, et puis c'est ce qu'on appelle le e-voicing. Et puis on a une petite particularité, je pense que pour certains vous êtes concernés, c'est typiquement toutes les entités qui ne sont pas aujourd'hui soumis à la TVA, du moins qui ne facturent pas de la TVA même s'ils sont soumis, donc les guides en font partie, l'administration n'aura pas forcément accès à vos factures en temps réel, ce qu'on appelle le e-voicing, mais on sera plus en e-reporting, c'est-à-dire qu'ils vont venir récupérer au compte-gouttes en fait vos transactions, et c'est comme ça qu'ils vont regarder s'il y a des dépassements de seuil par rapport à la TVA, etc. Non, ils vont pas venir en tant que tel récupérer vos factures. Vu que ça va transiter de manière automatique, et bien après dans votre plateforme agréée, vu que vous allez recevoir ces factures sur ces plateformes, et bien il y aura un statut. Puisqu'on pourra rejeter une facture, on aura l'indication si elle est payée, pas payée. Il y aura d'autres indicateurs qui vont aussi vous aider au quotidien sur la transmission, la réception de ces factures. Et puis l'enjeu, il est triple, puisque il va y avoir une unicité des sources, une fiabilité des données, une cohérence dans les déclarations, puisque en fait la banque, vos fournisseurs, vos clients, l'administration, tout le monde sera connecté sur ces plateformes, et ce qui permettra d'avoir aussi une visibilité de gestion vous concernant, peut-être un peu plus rapprochée quand pour certains c'était après la saison.
petit à petit, ça va être à jour au mois le mois. Je fais une petite précision. L'intérêt aussi pour vous de la facturation électronique, c'est que petit à petit, en passant par ces flux-là, le comptable va plus avoir besoin de vous demander des informations ou va plus avoir besoin d'aller chercher des informations puisque tout est dans les flux qu'on envoie dans les systèmes de facturation. Lui, il fait son comptabilité, il peut la récupérer par rapport à ces flux-là. Et l'État a mis un truc sur toutes les plateformes qui est l'interopérabilité. Ça veut dire que vous avez la liberté à n'importe quel moment de changer de plateforme, d'aller dans un endroit ou un autre. Tout marchera comme avant puisque c'est tous les mêmes systèmes, c'est unifié. Sur YouPlanning, c'est que dorénavant, quand vous allez mettre un client dans le logiciel, il faudra dire si c'est un professionnel ou un particulier. Et si c'est un professionnel, il faudra faire une petite recherche avec un outil qu'on a fait qui va tout seul chercher son numéro de SIRET, etc. Il faudra connaître le nom de la société, son numéro de SIRET, etc. Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas facturer, en gros. Et donc, pour finir, un petit focus sur les revendeurs d'activités. David a commencé à en parler tout à l'heure, que ça soit pour l'entité revendeur sous forme association, syndicat local, société. Il faut que le jour où vous allez facturer, il va bien falloir mentionner le client, si c'est un particulier ou si c'est un professionnel, puisque c'est un réel impact fiscal pour le BNC, l'enseignant sportif. Pourquoi ? Parce que lui, aujourd'hui, quand il facturait de l'encadrement sportif à des particuliers, il était exonéré de TVA sans limite de montant. Donc ça, il n'y avait pas de sujet. Mais par contre, à partir du moment où il fait appel à un bureau, syndicat local, ESF, société, peu importe, de revente d'activité, bien souvent, et nous en tout cas, aujourd'hui, dans les clients qu'on accompagne, c'est même une obligation de signer un contrat ou un mandat de collaboration avec cette entité pour que derrière, on puisse juridiquement, fiscalement sécuriser aussi son chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que par principe, quand il passe par une entité, il n'est pas exonéré de TVA, il est en franchise en base, ce qui fait que s'il dépasse 37 000 € de recettes avec cette entité-là, en cas de contrôle, il pourrait être retoqué à la TVA. Par contre, s'il signe ce contrat ou ce mandat de collaboration et qu'il a l'information sur le fait que, in fine, ça soit un particulier qui soit facturé ou une entité, si c'est un particulier, c'est comme s'il avait facturé en direct, donc il est exonéré sans limite de montant. Et si par contre, in fine, c'est une entité, ça rentre bien dans son seuil de franchise en bas. Donc il y a un double enjeu fiscal. Il y a un enjeu fiscal pour l'entrepreneur individuel, et autrement dit le BNC, l'enseignant sportif, mais il y a un enjeu aussi pour l'intermédiaire qui, lui, doit donner l'information justement au BNC, si in fine c'est un particulier ou une entité, pour que derrière le BNC puisse ventiler ses recettes et donc soumettre ou pas à TVA ses recettes. J'ai deux petites questions à ce sujet. Si quelqu'un dépasse la franchise de 37 000 €, oui. Est-ce qu'il est assujetti à la TVA au premier euro gagné ou à partir de 37 000 €? Au premier euro gagné à partir de 37 000. Donc les 37 000 ne sont pas assujettis à TVA? Non, les 37 000 ne sont... Alors attention, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une confusion de termes. S'il dépasse les 37 000, déjà ça implique qu'il est bien isolé, son chiffre d'affaires lié à l'enseignement directement des particuliers, et puis tout le reste. Okay. Une fois qu'il a fait ça, on analyse que ce chiffre d'affaires-là, d'accord ? Donc autrement dit que celui-ci. Et c'est à partir du moment où il dépasse les 37 000 € sur une année, c'est le surplus qui est soumis à TVA. Et après, par la suite, l'année d'après, d'office, il sera soumis à TVA, mais sur pas l'intégralité de ses recettes, que sur ces recettes qui, potentiellement, ne sont pas exonérées. C'est-à-dire que l'année d'après, même s'il passe à la TVA, quand il continuera de facturer des particuliers, il sera toujours exonéré, il n'y a pas de sujet, mais c'est sur toutes ces autres prestations où il aura de la TVA. Et c'est irréversible, c'est-à-dire qu'après, il ne repasse pas dans l'autre sens. Il y a un délai, c'est-à-dire qu'on peut redemander à l'administration fiscale de repasser sous les seuils et de ne plus être à TVA. Il me semble que c'est 1 ou 2 ans, mais d'office, l'année en cours plus l'année d'après, vous êtes soumis à TVA et après on peut refaire une demande en disant c'était une année exceptionnelle et finalement, moi, je souhaite rester en dessous les seuils. Et ma deuxième question, comment on va faire pour faire de la facturation électronique depuis des fiches d'honoraires qui sont faites par le BNC à l'entité intermédiaire qui est en réalité une association ou une société ou quelque chose qui donc devrait être en B2B. Comment on va devoir faire des fiches d'honoraires séparées pour le particulier ou pour le chiffre qu'ils auront fait avec des entités morales? Par principe, un BNC, comme toute entreprise, doit facturer à chaque fois qu'il réalise une prestation ou une vente.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous passez par des bureaux, des syndicats locaux ou autres, vous signez un contrat et un mandat qui permet à l'entité de facturer à votre place. Ça, c'est le premier sujet. C'est pour ça que vous recevez des récapitulatifs d'honoraires. Ces récapitulatifs d'honoraires font foi en termes de facture, mais je pense qu'on va aller avec cette facture électronique, donc en septembre 2027, à un système où vous allez petit à petit facturer ces entités-là au mois, je pense, qui va permettre derrière, sur vos propres factures de vente, de scinder la partie qui est exonérée et la partie qui pourrait être en franchise. Donc, on est d'accord que demain, un BNC, c'est-à-dire qu'on séparera, on fera 2 fiches d'honoraires séparées, une pour les personnes morales, une pour les personnes physiques. C'est ça, avec du coup ces 2 articles de vente en fonction de qui facture et la nature de la prestation. Mais ce que fait aujourd'hui toute entreprise, tout indépendant qui n'est pas dans le milieu sportif facture ses prestations. Il peut encore y avoir des choses avec la mise en place de la facture électronique qui peut changer. Mais je pense que le récap d'honoraires va faire foi pour que l'indépendant puisse finalement émettre ses factures de vente et qu'il puisse lui ventiler on va dire son chiffre d'affaires, que ce soit sur la facture ou même en comptabilité. La facture qu'on fait à une personne morale, donc la facture d'honoraires qui concerne des personnes morales à l'intérieur, etc., va passer dans le bidule de la facturation électronique, mais pas l'autre. L'autre, ce sera du e-reporting. Exactement. C'est pour ça que dans tous les cas, faut être outillé. Et bon, de toute façon, c'est une obligation d'être outillé pour la plateforme agréée. Il faut être outillé, je pense, d'un logiciel qui puisse vous permettre de suivre déjà votre chiffre d'affaires. Et demain, ça va être de ventiler. C'est vrai que cette notion de ventilation, on l'abordait moins ces dernières années parce que il y a pas mal de BNC qui dépassaient pas forcément les 37-40 000 euros de recettes. Donc finalement, même le comptable, il ne demandait pas la dissociation en termes de recettes parce qu'on était en dessous les seuils quand on globalisait l'intégralité des recettes. Maintenant, c'est vrai qu'avec avec l'inflation, la hausse des prix, on se rapproche petit à petit de ces montants. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, qu'en ce moment, il y a des contrôles fiscaux sur le secteur du tourisme, de la revente d'activités ou même des BNC, qui avaient moins auparavant. Et en fait, à partir du moment où en France, il existe une exonération, ils veulent vraiment s'en assurer. Et aujourd'hui, ils essayent vraiment d'aller chercher, que ça soit sur la forme ou sur le fond, est-ce que derrière, on est soumis à TVA ou pas? Donc, il y a des contrôles qui sont en cours, qu'on surveille avec Anne. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un double enjeu. C'est déjà de vous mettre dans les clous, même si avant, vous l'étiez, c'est plus de bien le formaliser. Et puis, 2, indirectement, on va être obligé parce que la facture électronique va nous l'imposer. Donc voilà, de bien être outillé avec un bon logiciel, quel qu'il soit d'ailleurs, pour que sur la forme, vous soyez bon, parce que sur le fond, ça va pas vous changer grand-chose. Un bon logiciel, un bon comptable, le combo. Benoît, société Sarat Évasion dans les Pyrénées. Je travaille beaucoup en Espagne, donc sur le secteur espagnol, puisqu'on est situé à la frontière. De ce fait, je suis exonéré de TVA dans le cadre d'une activité à l'étranger. Est-ce que vous confirmez ça? Non, tout dépend de votre mode de facture. Pour clarifier, Benoît, tu dis que tu fais des prestations côté espagnol. Et ces prestations-là sont exonérées de TVA parce que tu es du côté espagnol, c'est ça? Il n'y a pas de réponse oui ou non, parce que je pourrais vous donner les 2 réponses. Je pense que c'est en fonction de votre mode de facturation, puisque si vous facturez comme les bureaux en tant qu'intermédiaire, vous facturez une commission, et cette commission, elle est soumise, qu'importe si la prestation est faite en France ou en Espagne. Par contre, si vous facturez, vous, en tant que, on appelle ça un entremetteur opaque, ou autrement dit comme une agence, là, pour le coup, oui, vous pourriez bénéficier d'une exonération de TVA si la prestation est réalisée en Espagne. Donc, tout dépend de comment vous facturez et comment vous faites intervenir vos prestataires. Petite précision aussi, la différence entre intermédiaire transparent et opaque. Il me restait 2 slides et du coup, c'était le sujet puisque aujourd'hui, qu'on soit en association, syndicat local ou société, nous, on accompagne, je pense, une trentaine d'agences de revente d'activités, que ce soit en association ou en société. Et c'est super important, cette notion d'entremetteur transparent, entremetteur opaque, puisque, vous le voyez, il y a eu un Conseil d'État en janvier 2026 qui a
bousculer tout le monde, tout le secteur du tourisme et du sport. Alors là, on n'est pas ni dans le tourisme ni sur le sport, mais c'est vraiment le montage juridique qui a été retoqué, c'est-à-dire, j'ai un client, j'ai un prestataire diplômé, je les mets en lien, et puis moi, je prends ma commission ou ma retenue syndicale au passage, et je ne suis fiscalisé que sur ce que je garde et pas sur l'intégralité des recettes. Eh bien là, pour le coup, en janvier 2026, cet entremetteur transparent a été retoqué sur l'intégralité des recettes et non pas uniquement sur la commission qu'il garde. Sur le fond, c'était OK, mais sur la forme, il n'était pas du tout dans les clous. Ils étaient bien trop imprécis, ils ne précisaient pas les conditions de rémunération. Le client final n'avait pas forcément de notion que c'était un indépendant diplômé qui était responsable et qui réalisait la prestation. Et puis, il y avait une opacité, justement, que ce soit sur le site Internet ou autre, sur qui facturait quoi, etc. Ce qui fait que l'intégralité des recettes ont été fiscalisées à TVA et non sur la commission. Petite cerise sur le gâteau, ils ont appliqué 80% de pénalité sur les montants puisqu'ils ont considéré que le montage était abusif. Donc, il y a un gros impact et nous, ça a résonné puisqu'on a beaucoup de clients qui sont sur ce schéma-là. Moi, je suis assez serein sur les clients qu'on accompagne parce qu'on sécurise tant l'aspect juridique que sur les contrats, que sur le suivi, etc. Mais c'est super important parce que du coup, en effet, un entremetteur transparent a des enjeux et des responsabilités complètement différentes d'un entremetteur opaque. Un entremetteur transparent, c'est un entremetteur. C'est vraiment quelqu'un qui a agi au nom et pour le compte d'un autre. C'est-à-dire que je suis une agence, je suis un bureau, je mets en relation le client avec mon diplômé d'État, je prends ma commission au passage. Quand je fais ça, je signe un contrat avec mon diplômé d'État, sur mon site internet, sur ma facture, sur mes conditions générales de vente. Tout est transparent sur le fait que je ne suis qu'un intermédiaire, à l'inverse d'une structure qui se positionnerait en tant qu'opaque, où là, pour le coup, la structure vendrait en son nom, en sa marque, sans notifier et stipuler quel DE réalise la prestation. Ce qui fait que le client final, finalement, pour lui, il fait appel à une agence et il pense que c'est des salariés, pas des salariés. Enfin, c'est très opaque pour lui. Et là, pour le coup, à partir du moment où c'est opaque, on est en entremise opaque. Donc, la responsabilité juridique en cas de pépin, en cas d'accident, elle est reportée sur la structure et non plus sur le DE. 2, l'intégralité des recettes sont soumises à TVA et non plus la commission qu'on garde. Et 3, eh bien, pour le coup, il y a un enjeu social puisqu'un entremetteur opaque, derrière, pourrait être retoqué par rapport au fait que s'il fait appel de manière récurrente à un diplômé d'État, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un risque de requalification en salariat puisqu'il bosse 3-4 mois pour nous. Mais aujourd'hui, ce que l'administration essaye de retoquer, c'est non pas le fond. Le fond est identique. Une entreprise peut bien mettre en relation un client et un DE, mais c'est vraiment sur la forme, que ce soit dans la communication, sur le site internet, sur les factures, sur les conditions générales de vente et dans les conditions d'exercice, qui fait qu'il faut bien sécuriser le fait qu'on ait un entremetteur transparent, que ça soit pour la structure, pour des enjeux fiscaux, TVA, sociaux, requalification salariée, ou même que ça soit pour le BNC de son côté, comme on l'a vu avec la dissociation de son chiffre d'affaires. Je rajouterais que tout le monde a choisi entremetteur transparent parce que vous comprenez bien que si vous ne l'êtes pas, vous êtes à la TVA. Et il y a une exception à ça, c'est que si vous avez une agence de voyage, vous avez monté une agence de voyage, vous êtes 2 types agences de voyage, vous pouvez être en TVA à la marge. Ce qui n'exclut pas la problématique URSSAF, la problématique de salariat déguisé, etc., mais qui permet d'avoir à peu près la même compétitivité avec les petits voisins et concurrents autour, tout en étant opérateur opaque. Très peu de gens qui choisissent cette solution-là, parce qu'il y a aussi il y a la problématique de risque. C'est vous qui prenez le risque de faire la prestation. Ça doit résonner chez tout le monde là, sur votre site internet, etc. Mettez une petite phrase quelque part où vous dites que vous encaissez pour le compte de vos moniteurs. Nous, on le met sur les factures, donc YouPlanning est structuré pour ça depuis très longtemps. On a même amélioré encore un petit peu le système récemment et on va continuer. Mais c'est un point important d'aller mettre des informations sur votre site, enfin d'anticiper un peu là-dessus. Et donc pour la partie, donc ça concernait pas la facturation électronique. C'est un petit point à part. Mais c'est un enjeu plus tard dans la facturation électronique puisque on a 2 choix. Soit on fait cette transparence côté client, soit on fait cette transparence côté facturation moniteur. C'était ou l'un ou l'autre. Je m'explique. Vous facturez 100 balles pour un client pour une prestation quelle qu'elle soit. Vous payez votre moniteur 80. Vous avez 2 choix. Soit
vous dites au moniteur, tu fais une facture de 100, je te paye 100 et tu me rends 20. C'est lui qui facture 100, hein, et il facture 100 à vous, il rentre 100 de chiffre d'affaires, et vous faites une facture de charge de votre commission de 20. Soit on le fait côté client, c'est-à-dire que sur la facture du client, on va détailler, alors pas vraiment sur ce que le gars va lire sur son PDF, mais dans le flux électronique qui va avec, on va dire, le moniteur c'était 80, la marge de l'école c'est 20, et elle est sujette ou pas à TVA, ça dépend des structures, mais ça sera détaillé, c'est-à-dire que en gros, au moment où vous faites la facture au client final, on faudra mettre le détail de combien on le paye. Ça va changer un petit. Pour ça que je vous disais en introduction qu'il y a des petites habitudes qu'il va falloir changer. Alors, pourquoi on ne le fait pas côté moniteur de la première façon que je vous ai dit? Parce que vous allez faire exploser le chiffre d'affaires de vos guides, de vos moniteurs, etc. Ils vont payer plusieurs phases, ils vont payer tout ça pour des charges que vous leur mettez dessus. Donc, et un gars qui, en plus, vous avez plein de jeunes qui sont auto-entrepreneurs, qui sont au forfait, ils vont payer des charges sur de l'argent qu'on leur donne pas. C'est absurde. C'est-à-dire que avant, vous leur donniez 80, là, on leur donne 100, ils vont payer des charges sur 100, alors qu'ils touchent toujours 80. Vous voyez le problème. Donc, c'est vraiment un gros souci. Donc, ça se verra pas à côté client, hein, parce que il faut que le gars, s'il soit en entreprise, qu'il exige de recevoir la facture et qu'il puisse lire le flux pour voir combien de marge vous faites. Mais, comme vous êtes intermédiaire transparent, c'est normal que vous exposiez la marge que vous faites sur les moniteurs et que ce soit clairement établi sur les factures que l'école a pris 20 balles, le moniteur a pris 80 et que ça soit détaillé là-dessus. Et donc, ça implique qu'il faut savoir combien le moniteur sera payé au moment où vous faites la facture. Donc, on n'a pas encore tranché comment on va faire, par exemple, pour tous ceux qui font des réajustements, parce que là, on ne pourra pas faire la liaison directe avec le client. D'autres petites habitudes comme ça, où on faisait bosser machin, mais on ne savait pas combien on allait le payer, ou où on calculait à la fin le taux horaire. Il va falloir s'organiser un petit peu, faire en sorte que vous sachiez au moment où on fait la facture, le jour d'après, que la prestation soit terminée. Hein. Le client finit sa prestation, je sais pas moi, le 3 janvier, le 4, vous faites une facture, et là, vous devez savoir combien vous avez payé le moniteur. On va bousculer un petit peu les habitudes. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit David, mais c'est tout simplement parce que oui, en fait, il y a un lien avec la facture électronique dans un an. C'est que dans un an, dès que vous allez mettre une facture, il faut que votre commission et ce que vous allez reverser aux indépendants apparaissent sur cette facture pour que l'État, au fur et à mesure, coordonne entre vos factures que vous allez envoyer et les déclarations de TVA que votre comptable aussi va faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a un petit changement, pas sur le fond de votre fonctionnement, mais sur la forme de vos factures pour que derrière, il y ait une information qui soit transmise au compte-gouttes et du coup, ça nécessite un petit reparamétrage pour que ça soit assez fluide aussi de votre côté, quoi. Des questions, tout clair? Oui, bonjour. Un cas de figure qui se présente très souvent chez nous, c'est un tour opérateur ou une agence de voyage qui réserve pour un particulier et parfois c'est le particulier qui règle, parfois c'est l'agence qui règle, qui déduit sa commission. C'était un peu dans ce contexte-là, est-ce que ça c'est considéré comme un particulier ou comme une entité? C'est une très bonne question parce que même nous, sur nos agences de voyage, nos bureaux, on a souvent ces questions-là. On pourrait avoir un BNC qui facture du coup un bureau et puis derrière encore une autre entité qui derrière facture à un particulier. Donc autrement dit que le schéma il se duplique 2-3 fois parce que on fait appel à un PO, à une agence de voyage. Le principe est simple, c'est que si à chaque fois il y a ce fameux contrat de mandat qui dit que les entités se positionnent en tant qu'intermédiaires et que derrière c'est bien le DE qui facture, on peut remonter même par effet de cascade, on peut remonter pour bénéficier de l'exonération. Sinon, par principe, si ça devient flou ou derrière le TO n'est pas, il nous envoie des clients, mais que derrière on ne sait pas si il y a réellement des contrats, des choses comme ça. Par principe, c'est considéré comme un Club Med, comme une entité personne morale, et du coup, pour le BNC, in fine, c'est de la franchise en base. Oui, d'autant que dans la question d'Ashley, la plupart des tours opérateurs en question sont étrangers, anglais, etc. Donc là, la question ne se pose même pas, ça va être considéré comme des sociétés. Il y a une question d'Olivier. Les termes ont-ils changé? Intermédiaire transparent ou mandataire transparent, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Et d'ailleurs, au passage, je fais un parallèle, mais un BNC qui facture à une agence de voyage,
contrat ou pas contrat, dans tous les cas, pour lui, c'est de la franchise en base. C'est que quand un BNC passe par une école, un bureau ou une société de revente d'activités où il bénéficie de l'exonération s'il signe un contrat. Mais si vous signez avec une agence de voyage en direct, il y a une agence de voyage, par principe, n'est pas mandataire transparent. Donc, vous, d'office, même si par la suite c'est facturé à des particuliers, vous êtes bien en franchise en base. Pour compléter ce que tu dis, il y a Ashley qui a une question après. Est-ce que quand on a le choix ou quand on peut orienter l'intermédiaire comme une agence ou un tour opérateur, quand on peut faire en sorte que c'est le client final qui nous règle directement, on dirait que c'est largement préférable. Ça ne change les choses que si tu dépasses certains plafonds. Donc et c'est individuel. C'est-à-dire que c'est 37 000 € par moniteur avant qu'il atteigne ces chiffres-là en étant... C'est que ce qui facture à des sociétés. C'est pas forcément très impactant en réalité ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question, Jordi. Le gars qui est en multi-activité sur son BNC, qui fait aussi de l'activité sur le même BNC, l'été, il bosse pour des sociétés ou il bosse pour un truc où justement il facture comme ça vient se cumuler en plus, lui. Oui, bien sûr. C'est pour ça que les 37 000, on pourrait vite y arriver. Théoriquement, c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu moins d'intermédiaires, mais oui, le Club Med, de Théo, ou quand il y a par effet cascade plusieurs agences de voyage, des choses comme ça, fait que le 37 000, c'est bien les recettes sur une année. Je donne toujours l'exemple du prof de guitare. Vous êtes professeur de guitare, super connu, vous faites 1 million d'euros par an et vous enseignez qu'à des privés, c'est pas à la TVA. Vous ouvrez une école de guitare, vous êtes à la TVA au premier euro. Vous voyez, c'est vraiment ça la différence. Et donc, effectivement, il faut faire attention au cumul, il faut que les mecs soient au courant, etc. Et du coup, un moniteur qui devient, admettons un moniteur qui dépasse le seuil des 37 000, qui doit ensuite facturer la TVA, est-ce qu'il pourra la récupérer dans sa comptabilité? Oui, c'est même un peu plus complexe que ça, mais le principe, il est oui. C'est-à-dire qu'il va le moniteur, il va passer à la TVA. Alors, il va passer à la TVA toujours sur une partie de ses recettes, puisque quand il facture à des particuliers, il sera toujours exonéré. Donc, ça veut dire que son comptable, ou du moins s'il fait sa comptabilité en direct, il faudra qu'il puisse, sur tous ses achats, il récupère sa TVA. Donc, le coût ne sera plus TTC, pour lui, il sera hors taxe. Par contre, il ne pourra pas récupérer 100% de la TVA sur ses achats, puisqu'il aura du chiffre d'affaires exonéré et du chiffre d'affaires soumis à TVA. Donc, il y aura un prorata à faire. Olivier, une question. Quand je bosse dans une école de ski, du coup, moi, je suis membre de l'école de ski, je travaille, je sais pas pour qui l'école de ski a passé un contrat. Je sais pas le client au final, s'il a payé en tant qu'entreprise ou si c'est un particulier. Dans les factures de YoPlanning, à la fin, quand on fait la facture, sur chaque ligne de facture, il y a le nom du moniteur. C'est même la genèse de YoPlanning, en fait, ça, parce que c'est l'école de ski qui va dire ça, c'est un BNC, ça, c'est un client normal. Et nous, on va te flécher ça dans des comptes différents. Donc, dans ta comptabilité à toi, justement, tu auras 2 fiches d'honoraires, une fiche d'honoraires pour tout ce qui a été client particulier et des fiches d'honoraires pour tout ce qui a été client professionnel. D'accord. Et donc, moi, l'été, je suis en mandataire transparent. J'ai des guides qui bossent pour moi et des accompagnateurs. Nous, on a entre nous donc une convention. Ils signent en début d'année mandat. Ils sont informés que je facture pour eux. J'ai une partie de ma clientèle qui sont des entités. Par exemple, le département du Val-de-Marne, je travaille avec eux. Du coup, ça sera comptabilisé en tant que professionnel. Ouais, d'accord. Ouais. Pour faire écho à tout ce milieu de l'enseignement sportif, toutes les entités commence à se mettre dans les clous. Donc là, YoPlanning est déjà dans les clous, mais après, que ce soit les écoles de ski, les bureaux ou les écoles de canyoning, enfin, peu importe, tout le monde, en tout cas, tous les clients qu'on accompagne ont eu la communication, donc ils vont se mettre dans les clous, parce que demain, c'est le vrai enjeu pour ces entreprises de mandataires transparents, de revente d'activités, c'est de fournir l'information aux diplômés d'État de qui est facturé in fine. Et ça, c'est un vrai enjeu pour ces structures. Ouais. Bonjour, Rémi, responsable opérationnel à Oxygène à Val d'Isère. Moi, j'ai une petite question concernant les moniteurs étrangers, parce qu'on a beaucoup d'Italiens dans notre équipe. Est-ce que je continue à leur créer des fiches d'honoraires, du coup, sur le type France? Parce que ils ont la plupart un régime fiscal italien, quoi. Donc, nous, est-ce qu'on a un devoir de récupérer une facture italienne, du coup, parce qu'on est en Europe et que j'imagine que tout ça doit être transparent pour tout le monde, quoi. Oui, la réponse, elle est oui. Que ce soit des diplômés d'État français
français, italien ou autres, c'est sûr qu'ils devront émettre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils devront émettre des factures que la structure va récupérer. Et après, pour la partie fiche d'honoraires, je pense que ça va devenir une annexe à la facturation pour faciliter leur facturation. Excuse-moi, quand vous faites la fiche d'honoraires, quand on génère les fiches d'honoraires avec YouPlanning, vous le faites pour le compte du gars. C'est-à-dire que c'est comme si le gars faisait lui sa facture. En l'occurrence, c'est pas obligatoire de la faire pour ces moniteurs-là. C'est plus pour eux une indication avec les montants, etc., qui leur permettent éventuellement de facturer ça avec un autre système ou avec leur système de facturation électronique. C'est pas obligatoire de la faire. Tu pourrais ne pas faire les fiches d'honoraires pour ces gars-là et leur dire juste, tiens, tu me fais une facture de temps. C'est juste que c'est plus pratique. En tant qu'entreprise, on a le devoir de capter cette facture. Donc, du coup, une facture officielle et valide, et du coup, je vais devoir leur demander qu'ils me fassent une facture italienne avec leur logiciel italien. C'est ça la question, quoi. Créer une fiche d'honoraires pour mes diplômés français, ok. Du coup, ils n'auront pas à le faire, je le ferai pour eux. On crée le truc, puis on est récepteur de ça, je comprends bien. Est-ce que je vais devoir leur dire, maintenant, votre facture italienne électronique? Alors, je vais pas te promettre tout de suite. On est en train de développer l'Italie. Et on est en train d'intégrer une plateforme de facturation électronique italienne. Ça sera opérationnel cet hiver, là, normalement, parce qu'on a des écoles de ski en Italie maintenant. Et je pense que tes moniteurs pourraient bénéficier de ça, c'est-à-dire qu'ils pourraient se connecter à cette plateforme-là via YouPlanning, et donc les fiches d'honoraires allaient directement dans un système de facturation électronique chez eux qui pourrait faire l'affaire. Tu as encore un petit peu le temps, puisque donc c'est septembre 2027. Hein. Ok. Oui. Voilà, là, pour le coup, l'obligation, oui, on a le temps encore, puisque là, c'est la réception en septembre 2026. Et donc, tous les diplômés d'État vont avoir l'obligation d'émettre en septembre 2027. Eh bien, parfait. Il y avait plein de questions. J'espère que ça vous a appris des trucs. Et voilà, et je vous remercie tous. Passez une excellente semaine.